Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais voir les chats pour voir qui est là déjà. On va parler d'un sujet super intéressant. Trois principales erreurs de management. Comment ça impacte notre portefeuille, comment ça impacte notre rentabilité. Allez, allez, je vais voir qui est là déjà. Je vais reprendre les chats parce que pour moi, il n'est pas encore actualisé. Allez, je vais passer à la présentation. Voilà. Donc, je reviens. Maintenant, c'est bon. Les chats est actualisé pour moi. Bonsoir Mamadou, Jessie, Bernard, Mike, Patrick, Christophe, Lionel, Franck. Comment allez-vous? Renaud, Tony, bonsoir, bonsoir. Et pour les autres qui vont regarder en différé aussi, bonsoir tout le monde, bonjour. Donc pour ceux qui sont ici pour la première fois, toujours il y a des nouveaux qui arrivent. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Je suis spécialiste sur la gestion des patrimoines et sur les small cap. Les small cap sont des petites sociétés cotées dans la bourse. Bon, toutes les grandes sociétés qu'on connaît aujourd'hui, un jour, ils étaient des petites sociétés. Donc ça, c'est un domaine d'activité dans l'analyse financière que j'aime beaucoup. On a un live par semaine ici, minimum. Donc hier, on a eu un live qui est encore disponible, mais les lives d'hier vont sortir de la chaîne avant la semaine prochaine, avant les prochains lives mardi prochain. Donc je vous invite à jeter un œil. Donc à chaque mardi, si vous êtes ici à 20h, on a un live gratuit pour tout le monde. Vous avez dans la description de la vidéo un lien que vous allez cliquer pour faire votre inscription au cours gratuit. Les vidéos vont pas rester disponibles longtemps dans la chaîne. Cette chaîne-là, elle est faite pour faire des cours en direct. Elle n'est pas faite pour regarder des vidéos comme ma chaîne principale, Club des Valeurs. Donc c'est pour ça que je vous invite à être ici mardi à 20h. Et si vous faites votre inscription en utilisant les liens dans la description de la vidéo, vous allez recevoir en avance les liens des vidéos. Ça marche? Bon, il y a ma chaîne principale Club des Valeurs qui a plus de 150 vidéos disponibles déjà. Je vous invite à aller là-bas et jeter un œil. Les sujets d'aujourd'hui, c'est le management d'actions, le management des portefeuilles d'actions. Donc, un bon management permet de contrôler les risques et augmenter la rentabilité à long terme. Il y a plusieurs erreurs de management, il y a des biais émotionnels qu'on peut tomber. Aujourd'hui, j'ai choisi trois que je trouve intéressants à discuter. On va passer ici 40 minutes ensemble pour parler de ces erreurs. Je vais vous poser des questions. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on va interagir beaucoup dans les chats. Je vais vous poser des questions. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir commenter dans les chats aussi. Ok? N'oubliez pas la pouce bleu déjà euh, pour supporter le travail, pour pouvoir diffuser la vidéo aussi auprès des autres personnes. Comme ça, l'algorithme, il comprend bien quel sujet est intéressant. Ça marche? Bon. On va commencer avec la diversification, c'est un sujet que vous connaissez bien. Il faut diversifier, mais pourquoi certains investisseurs disent qu'il ne faut pas diversifier beaucoup et des autres disent qu'il faut diversifier beaucoup? Je vais vous présenter les avantages et l'inconvénient, parce qu'il n'y a pas une vraie réponse. Il y a plusieurs réponses. La finance, c'est quelque chose de bizarre, entre guillemets, parce que des analystes différents qui regardent les mêmes comptes des résultats des sociétés cotées en bourse peuvent arriver à des conclusions différentes. Les sujets de diversification, des analystes financiers qui ont fait les mêmes études peuvent arriver à des conclusions différentes. Donc, je vais vous expliquer les avantages et l'inconvénient. Déjà, à droite ici, vous voyez une petite photo d'un monsieur. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur-là? Je vais voir les chats pour voir si vous êtes au courant. C'est qui ce monsieur ici dans l'image à droite dans la présentation? Salut Mika, bonsoir Philippe, Alain, Cédric, Charlie, Monsieur Charlie, Charlie Munger, qui c'est simplement les partenaires de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, il est très connu comme le plus important investisseur de l'histoire, mais la majorité de la philosophie d'investissement de Warren Buffett a été créée par Charles Munger, qui Charles Munger, il a même un livre super cool. C'est hyper cher comme livre parce que c'est un almanach. Je vous invite à jeter un œil sur Amazon, vous pouvez voir.
Il a un livre super intéressant qui explique sa philosophie d'investissement, son histoire dans la bourse. Et Charlie Munger, il a une philosophie qui dit que si on achète beaucoup d'actions, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc lui, il a un portefeuille avec toujours dans l'historique 3, 4, 5 ou 6 actions. Et il dit que si on achète beaucoup d'actions, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. La différence, c'est que Munger, il est très concentré sur les investissements, mais lui, depuis le début de sa carrière, il avait des contacts avec des gérants des fonds d'investissement, avec les PDG des sociétés. Donc, au-delà de sa capacité extraordinaire d'analyse financière, il a des informations privilégiées. Privilégiées, ça ne veut pas dire des informations cachées, mais simplement, il peut discuter directement avec les présidents des sociétés. Surtout depuis que Berkshire Hathaway, la société qu'il a avec Warren Buffett, est devenue une société de quelques millions de dollars. Donc, diversifier, c'est pas pour... Il dit qu'il diversifie beaucoup, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ok, ça peut être le cas d'un investisseur qui a beaucoup d'argent et qui connaît très bien les marchés, connaît très bien les sociétés. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Un génie comme Charles Munger, s'il était russe, ukrainien, vénézuélien, argentin ou habitait dans un autre pays, peut-être asiatique et africain, même s'il était un super analyste et s'il investit dans son propre pays, il n'allait pas être Charles Munger. Simplement parce qu'il est américain et on sait que la bourse américaine, c'est la plus importante bourse du monde, la plus gagnante du monde. Donc, cette philosophie d'investissement, ça n'allait pas marcher même pour les meilleurs investisseurs russes, les meilleurs investisseurs vénézuéliens, les meilleurs investisseurs argentins. Je ne dis pas donc que Charles Munger il a tort, non, il a raison, mais il vit dans une autre réalité, il est né dans un autre pays, et donc il a eu toutes les chances de son côté pour avoir un portefeuille peu diversifié. Il y a des autres investisseurs qui diversifient très peu aussi et que ça fonctionne bien, mais normalement ce sont des investisseurs qui vivent pour la finance ou qui ont une gestion très active. Okay? J'aime bien la concentration d'actions sur un portefeuille plus diversifié. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? À la place d'avoir 6 ou 5 actions comme au Munger, je préfère peut-être avoir 15 ou 18 ou quelques actions vont avoir un poids plus élevé et des autres un poids moins élevé. Ça, c'est un type de concentration que je préfère à la place d'avoir simplement 6 actions dans les portefeuilles. Okay? Peter Lynch, un des meilleurs investisseurs du monde aussi, il utilisait les mots en anglais diversification. Donc, worst en anglais, ça veut dire pire. Et donc, c'est un jeu de mots avec diversification et quelque chose qui va transformer quelque chose en pire. Donc, ça va avoir une rentabilité pire que la normale. Donc, il dit qu'il y a certains investisseurs qui souhaitent diversifier, mais qu'à la fin, à la force de diversifier chaque fois plus, ça va transformer les portefeuilles en quelque chose de pire. Donc, la diversification, c'est le processus d'ajout d'investissement à son portefeuille de telle sorte que les compromis risque-rentabilité soient aggravés. Donc, à la place d'ajouter des sociétés pour améliorer la rentabilité, il y a des investisseurs qui vont ajouter des sociétés et vont transformer les portefeuilles sur quelque chose qui ne va pas performer bien comparé aux indices de référence. Donc, d'un côté, on a qui peu de diversification va augmenter les risques et donc peut-être on va tomber sur les pires des cas. Et aussi, diversifier trop va faire en sorte qu'on ne va pas avoir un gain de rentabilité. En fait, on va s'approcher d'un ETF monde. Et donc, on n'a rien à gagner, sauf un management pénible et très difficile de les faire. Si vous avez plus de 40 actions, très probablement, vous n'arrivez même pas à lister 80% de vos actions. S'il faut faire une liste. Donc, pour Peter Lynch et pour la majorité d'analystes financiers, un portefeuille qui dépasse les 35 actions déjà, ça commence à être trop. Peut-être vous allez faire la même rentabilité avec un ETF ou simplement avec moins d'actions. Parce que si vous avez 30 ou 40 actions, difficilement les actions vont avoir un poids plus élevé. Et donc, si même la société fait x5, elle pesait 1%, maintenant elle va peser 5%. Donc, c'est un cas où la diversification n'était pas bien faite. Vous n'allez pas profiter des grosses rentabilités, de certaines pépites qu'il y a dans les portefeuilles. OK? Bon, ici, c'est un graphique très connu des livres des finances. Quelqu'un parmi vous ont déjà vu, soit dans la formation Insider que j'ai fait. Il y a des élèves Insider ici, je vois. Sinon, sur les autres livres des finances.
Petite astuce, j'arrête un peu les contenus, puis juste pour dire, dans les configurations des vidéos YouTube, vous pouvez cliquer sur les configurations et choisir la qualité de la vidéo. Choisissez toujours que 720p ou plus que ça, comme ça la qualité de la vidéo et les graphiques vont être parfaits pour vous. Ça marche? Bon, ici, c'est un graphique qui montre la diversification, les risques et diversification. Donc là, les risques systémiques et les risques qui n'est pas systémiques. Je vais résumer, je pourrais faire un live qui est pour ces sujets-là ici graphiques, mais là ça montre que plus on ajoute des sociétés, donc vous avez ici en bas 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus on ajoute des sociétés, plus on va diminuer la courbe en rouge, donc on va diminuer les risques, volatilité. Sauf que si on dépasse la trentaine, 35 actions, les risques continuent les mêmes. Parce que si le marché mondial va baisser, il y a une crise mondiale, peu importe les 30 sociétés que vous allez avoir, les marchés, votre portefeuille va baisser. Donc, il y a un type de risque intrinsèque aux sociétés. Plus on ajoute des sociétés, moins va être risqué. Parce que si on ajoute une société pétrolière, il y a une crise de pétrole, vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais si on ajoute une société pétrolière, une financière, une société d'immobilier, une société de consommation, donc on va diminuer les risques intrinsèques de la société, mais on va continuer avec les risques intrinsèques de marché. S'il y a une crise mondiale ou continentale, on va être impacté. Donc, même si vous diversifiez sur plusieurs sociétés, il arrive un moment, au-delà des 35 actions par exemple, où la diversification, elle ne va pas ajouter de la rentabilité. Vous allez juste ajouter de la complexibilité à votre portefeuille. Ça marche? Est-ce que tout le monde ici connaissait ces graphiques ou pas? Est-ce que vous avez bien compris? Imaginez quelqu'un qui investit sur une seule société. Soit elle peut doubler des tailles, soit elle peut faire faillite. La personne elle peut tout perdre. Donc, le risque elle est très élevé. Plus elle commence à ajouter des sociétés dans les portefeuilles, les risques commencent à diminuer. Parce que ce n'est pas tous les marchés, tous les secteurs qui sont impactés par une crise. Mais il arrive un certain moment que si vous avez 35 actions, peu importe si vous allez avoir 35 ou 70, les risques vont être les mêmes au-delà des 35 actions. Parce que c'est les risques de marché après que vous allez avoir. Ah Patrick, je suis très content pour toi. Je suis passé des 93 actions avant la formation Insider à 31 aujourd'hui. Très bien, très bien. Je suppose que pour toi, les managements des portefeuilles soient beaucoup plus faciles maintenant et que tu comprends beaucoup mieux aussi ce que tu fais avec ton portefeuille. Très bien. Je ne connaissais pas, mais c'est logique finalement. Exactement, c'est logique. Il arrive un certain moment que vous allez ajouter tellement de sociétés que bon, ça donne la même chose qu'avoir simplement un panier d'actions, un ETF monde. Ici, c'est les poids de chaque pays dans la bourse. Donc, vous voyez que les États-Unis pèsent énormément, les Japon pèsent 7%, mais la bourse japonaise, c'est une des pires performances de l'histoire de la bourse, surtout après les années 90. La Chine, les UK, les États-Unis, l'Angleterre, donc les États-Unis c'est la première place. Après la France, elle a la 5e place. La Suisse, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud et Taïwan. Donc si vous avez un portefeuille 100% européen, vous avez donc une diversification pas idéale. Du point de vue qu'on doit diversifier sur les principales économies du monde, au moins les États-Unis plus l'Europe. Ou sinon, les États-Unis, l'Europe et un petit peu d'émergents, ou sinon un petit peu des pays asiatiques. Okay? Donc la diversification sur les États-Unis est très importante pour un portefeuille bien équilibré. C'est les pays les plus libres financièrement du monde, c'est les pays plus importants dans la bourse mondiale. Pour la devise, les dollars, c'est une des devises les plus importantes de l'histoire, même si elle dévalorise, valorise, etc. Ça continue à être utilisé. Donc, la diversification, c'est la clé aussi sur les pays. Il ne faut pas oublier qu'un millionnaire vénézuélien, il est devenu pauvre d'un jour sur l'autre à cause des politiques, à cause des présidents, etc. À cause des guerres et à cause des conflits, les millionnaires russes perdent de l'argent, la classe moyenne ukrainienne a tout perdu. Donc, la diversification géographique et la diversification aussi d'investissement sur quel pays, la diversification sectorielle et géographique sont super importants sur les longs termes. On imagine que rien ne va se passer sur notre pays jusqu'au moment que ça arrive. Donc, je préfère toujours penser au pire scénario possible et avoir de la diversification. Okay? Moi, par exemple, j'ai
j'ai des investissements en euros, j'ai des investissements en dollars et un peu d'investissement au Brésil, très peu, parce que la devise, je trouve qu'elle va se dévaloriser à long terme, pas par les grosses devises comme les dollars et l'euro, mais quand même, c'est une diversification. C'est là quelque chose qui se passe en Europe, j'ai de l'argent aux États-Unis et au Brésil. C'est là quelque chose qui se passe au Brésil, j'ai de l'argent aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est là quelque chose qui se passe aux États-Unis, j'ai de l'argent en Europe et au Brésil. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ce qui a trois choses, en fait, il y a deux. Ce qui a deux choses, en fait, il y a une chose. Et ceux qui ont une chose, en fait, il n'y a rien. Donc, toujours, je préfère penser au pire scénario possible et donc avoir une diversification. Je trouve que pour quelqu'un, je trouve sincèrement qu'une diversification 1 dollar euro, ça suffit déjà. Les blocs européens, il est énorme, il y a beaucoup de pays, donc les États-Unis pèsent énormément. Juste la diversification des États-Unis et de l'Europe, c'est déjà très bonne diversification à long terme, mais rester 100% Europe ou rester 100% États-Unis, c'est pas quelque chose que je suis d'accord. Après, la diversification sectorielle, on a parlé un petit peu de ça tout à l'heure. Donc, pensez, par exemple, je vais donner un exemple pratique. J'ai quelques clients que j'ai aidé à construire les portefeuilles ou améliorer les portefeuilles. Qui pendant la crise de Covid, ils avaient en fait fait un portefeuille pour profiter de la crise en achetant plein de biotech, plein de petites sociétés qui ont promis découvrir les vaccins pour les Covid ou découvrir des vaccins pour les autres maladies. À ces moments de la crise de la pandémie, ce type de sociétés a bien profité, mais après, elles n'ont rien découvert et donc ces sociétés ont perdu de 80%, 90%. Quelqu'un qui avait mis tout l'argent sur ce type de sociétés, ils ont presque tout perdu. De là vient l'importance d'investir sur la diversification sectorielle. Parce que si un secteur va pas bien, si la crise n'est pas partout, la crise n'est pas mondiale, il y a certains secteurs qui vont profiter de la crise, vont gagner, et des autres secteurs qui vont pas aller bien avec la crise. Donc, par exemple, l'immobilier et la finance, ils ont une corrélation assez élevée. Plus proche des 1, c'est une corrélation élevée. Ça veut dire que si l'immobilier monte, la finance monte. Si les banques vont perdre dans la bourse, normalement, l'immobilier vont perdre aussi. Donc, c'est une corrélation assez forte, mais vous avez que la consommation des bases et la technologie ont une corrélation plus faible. Les deux peuvent monter ensemble ou baisser ensemble, mais c'est un peu moins corrélé. Okay? Donc, vous avez l'importance d'avoir de l'immobilier, de la finance, de la consommation, de la technologie. Ça aussi va contre la concentration de Charlie Munger, par exemple, qui dit qu'on doit avoir 5 ou 6 sociétés, parce que difficilement on va avoir une bonne diversification sectorielle si on est concentré sur 5 ou 6 sociétés. Okay? Bon, la diversification. Avoir moins de 6 actions, c'est une erreur pour la majorité des personnes, sauf si vous êtes au niveau de Charlie Munger. Si vous êtes débutant, je vous conseille, débutant, vraiment débutant, c'est lui qui ne possède pas encore un portefeuille d'actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me regarde maintenant, qui n'a pas un portefeuille d'actions, qui n'a même pas les comptes ouverts pour l'instant, juste regarde les contenus des finances pour savoir comment ça marche, essaie de se former un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un portefeuille? S'il vous plaît, vous pouvez dire sans avoir honte, parce que tout le monde ici a commencé à investir, la majorité ici a commencé à investir il n'y a pas longtemps, au moins ceux que je connais par nom, comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Jamel, très bien. Donc, un débutant, vraiment quelqu'un qui n'a pas investi. Donc, mon conseil pour toi, c'est d'ouvrir un compte chez Bourse Direct et chez DGiro. Donc, pour avoir un compte PA et avoir un compte titre. Et pour commencer, pour sentir comment c'est fait un investissement, acheter un ETF. Donc, pour commencer. Pourquoi commencer avec un ETF? Parce que vous commencez déjà avec beaucoup d'actions. L'ETF, c'est un panier d'actions. Donc, à la place d'acheter une, deux ou trois sociétés, vous achetez un panier d'actions où il y a déjà dedans 500 sociétés de marché américain, par exemple. Après, vous pouvez acheter un ETF européen qui va avoir des centaines de sociétés européennes. Comme ça, vous n'avez pas les risques de manque de diversification et vous allez en fait suivre l'indice de marché. Donc, pour les vrais débutants, je vous conseille de commencer avec un ETF ou 2 ETF ou 3 ETF maximum. Donc, pour commencer déjà bien diversifier les portefeuilles.
Si les sujets de la finance vous intéressent, vous pouvez commencer à acheter des actions ensuite, actions à dividendes, des bonnes actions père des familles, ou sinon acheter même des petites actions. Mais si vous achetez déjà des ETF pour commencer, vous commencez à diversifier géographiquement, vous commencez à bien diversifier sectoriellement, et donc vous avez aussi un bon nombre d'actions. Donc vous n'allez pas commettre des erreurs que je viens de présenter, qui sont des erreurs de diversification. Ok? Allez, donc première erreur, on a fait un tour sur la diversification. Quelles sont les erreurs de diversification? Deuxième point, c'est les doublons d'ETF. Ça, je vois assez souvent, beaucoup de gens font ça. Il y a certains qui disent non, mais je comprends que c'est un doublon, mais je vais quand même mettre plus de poids sur les États-Unis, par exemple. Je vais avoir un Nasdaq et je vais avoir l'S&P 500. Bon, ETF, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un panier d'actions. Par exemple, on peut acheter les paniers d'actions CAC 40. On va voir un petit morceau de chaque société de CAC 40, c'est l'indice français. Donc, une petite partie des L'Oréal, une petite partie des Renault, une petite partie des Crédit Agricole, une petite partie des Capgemini, etc. Des Louis Vuitton, Kering. Donc, on peut acheter des ETF des États-Unis, des ETF européens, des ETF allemands, des ETF français, etc. Donc, j'ai dit que pour les débutants, c'est important de commencer avec les ETF. Je trouve que c'est le meilleur investissement pour un débutant. Et même pour quelqu'un qui est avancé dans les finances, ça peut continuer avec un portefeuille d'ETF. Il n'y a pas de souci. C'est un bon type d'investissement. Ici, je vous montre, si vous achetez un panier d'actions ETF Monde classique, ça c'est la répartition actuelle. Si vous achetez un panier d'actions ETF Monde, vous allez avoir 67% des États-Unis dedans, 15% des autres pays, 7% du Japon, 4,5% du Royaume-Uni, 3,5% de la France, 3% du Canada. Dans la partie des États-Unis, les principales sociétés vont peser beaucoup. Google, Tesla, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia et JP Morgan. Il y a des gens qui, aussi, au-delà d'avoir l'ETF Monde, ils vont avoir des S&P 500 et du Nasdaq, etc. On verra ce que ça donne. Donc, regarde cet exemple ici. Imaginez quelqu'un qui a fait un portefeuille 70% ETF Monde et 30% S&P 500. Dans l'ETF Monde, les États-Unis représentent 67%. Regardez à gauche. En bleu, les États-Unis représentent 67% du panier Monde. Donc, si dans notre portefeuille, la partie Monde pèse 70, on va multiplier 70 par 67 pour trouver les poids des États-Unis. Donc, dans l'ETF Monde, dans notre portefeuille, si on a 70% d'ETF Monde dans notre portefeuille, les États-Unis vont peser 46% de notre portefeuille qui est par rapport à la partie Monde. Mais ensuite, on a 30% d'S&P 500 qui c'est 100% des États-Unis. Donc, on a en fait 76% des États-Unis. Donc, si on a 70% Monde et 30% S&P 500, en fait, on a 76% des États-Unis. Et à mon avis, c'est exagéré. Si on dépasse 67 et 65% des États-Unis, je trouve que c'est très concentré sur les États-Unis déjà. Bon, une autre façon de bâtir un portefeuille avec 76% des États-Unis serait simplement choisir 76% ou 75% de S&P 500 plus 25% divisé sur un autre ETF européen ou un autre ETF émergent pour avoir des autres pays dedans. Donc, il y a plusieurs façons de bâtir un portefeuille d'ETF à la place de simplement créer des doublons. Des doublons, je peux même comprendre ceux qui vont dire non, mais je vais donner un peu plus de poids des États-Unis, comme ça j'ai diversifié un peu plus. Mais un triplon, ça va jamais avoir de sens. Parce qu'avoir un Nasdaq, avoir un S&P 500 et un ETF Monde, ça fait 3 fois répéter, on va répéter 3 fois les principales sociétés de marché américains. Donc, si vous avez des triplons dans les portefeuilles, il faut changer quelque chose maintenant. Si vous avez des doublons, faites attention. Si vous n'avez jamais calculé les poids que chaque continent, chaque principal pays pèse dans votre portefeuille, vous devez les faire. Donc, combien de poids pèse chaque pays dans votre portefeuille d'ETF que vous avez? Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Essayez d'éviter les doublons parce que vous allez mettre beaucoup de poids sur les mêmes sociétés. Et donc, à la place de diversifier avec les ETF, vous allez concentrer avec les ETF. Ça marche? Allez.
Bon, donc on a vu, première erreur, c'est la diversification, ça soit manque de, ça soit on va avoir beaucoup ou peu d'actions. On a vu qu'entre 6, 8 sociétés jusqu'à 35, ça va. La diversification géographique est importante, la diversification sectorielle aussi. On a vu donc que les doublons d'ETF, c'est une erreur assez souvent que je vois même avec les débutants. Les débutants commencent bien parfois avec les ETF, mais font des doublons et des triplons, donc évitez de faire ça. Et troisième erreur, c'est un peu plus complexe. Ça dépend de chaque cas, ça dépend si vous faites des achats réguliers ou pas, mais c'est vendre très tôt les actions. Ici, je vous montre l'action classique des Monster. Monster, les concurrents des Red Bull. Monster, il a fait dans la bourse 10 fois entre 2010 et 2022. Il a fait fois 85 des années 2000 jusqu'à 2022 en considérant la baisse récente. Parce qu'il ne se considère pas la baisse récente, il a fait plus de 100 fois. Donc imaginez par exemple quelqu'un qui a mis 10 000 dollars dans les années 2000 sur le Monster. Aujourd'hui, il a 1 million de dollars. Juste avec 10 000 dollars investis. Ça semble facile de faire cet investissement, mais beaucoup d'investisseurs n'ont pas eu des couilles pour garder cette action sur le long terme. Pardon pas pour les mots, mais ça c'est la vérité. Regardez ici, depuis des années 2000 à 2015, combien de baisses l'action des Monster a eu. Si on regarde d'un point plus bas au plus haut, c'est facile de dire que c'est un bon investissement. Plus 85 fois sur 20 ans, plus de 10 fois sur les dernières années, sur les 10 dernières années. Mais regarde ici, par exemple, en 2008, chaque mois, il avait des baisses. En 2012, il y avait les mois d'août a baissé 11%, les mois d'octobre, moins 17%. L'année de 2008 a chuté un total de moins 24. En 2006, moins 31, moins 11. En 2001, moins 11. Au quatrième trimestre des années 2000, moins 29%. Et vous avez, par exemple, en mai de 2005, moins 7. Vous avez en mars de 2013, moins 5. Vous avez des baisses tous les temps. Et le plus important, c'est que vous allez jamais faire x2 ou x3 ou x5 avec une société si vous vendez très tôt. Mais la nuance est la suivante. Certaines sociétés vont avoir des baisses parce qu'elles ont perdu des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? La marge que la société a diminué. Par exemple, si elle gagnait 20% des marges sur les ventes, si ça a diminué à 10, la société a perdu des fondamentaux. Si la baisse de la société n'est pas justifiée, donc si la société baisse parce que les investisseurs ont peur ou il y a une crise globale et tout le monde commence à vendre, ça c'est pas une bonne raison pour acheter. C'est pour ça qu'au moment d'acheter une action, je vous conseille d'écrire, que ce soit sur un document sur l'internet, que ce soit sur un papier, pourquoi vous achetez l'action. Ensuite, au moment de vendre l'action, pourquoi pas revisiter ces papiers ou ces documents et dire j'avais acheté à cause de ça. Est-ce que maintenant ça a changé? Est-ce que ça mérite d'être vendu? Donc faites attention, il y a des gens qui veulent garder des plus-values de 10 ou 15%. Ça, c'est même pas des plus-values. Après, vous allez payer des impôts si c'est dehors de PA et ça va rester presque rien. Donc, Peter Lynch l'a fait plus de 100 fois avec Walmart parce qu'il a gardé plusieurs années. Pendant que la société montre de la croissance et la société montre des bons résultats, on peut garder la société. Ici, c'est un tableur que je montre assez souvent qui montre que plus on va perdre, vous allez voir un rouge, par exemple, moins 35%. Pour une baisse de 35%, on a besoin d'un gain de 54%. Pour une baisse de 50%, on a besoin d'une hausse de 100%. Donc, plus on laisse l'action perdre, plus on a la probabilité de jamais récupérer l'argent. C'est pour ça que le management de portefeuille doit être attentif. Pourquoi avec une baisse de 50%, on a besoin de 100% de hausse? Imaginez que vous avez une action à 100 euros, elle baisse à 50 euros, donc vous avez perdu 50%. Maintenant, pour que la société qui coûte maintenant 50 euros monte à 100 euros à nouveau, vous avez besoin de doubler. Ok? Donc pour doubler, on a besoin de gagner 100%. Donc c'est pour ça que plus on baisse, plus c'est difficile de récupérer. C'est pour ça que quand la société touche moins 20, moins 25, j'ai la tendance soit d'accepter la perte, soit de renforcer la société. Deux exemples.
Technip Energy, pendant la crise qui a commencé en Ukraine et en Russie, c'est une société qui travaille avec du pétrole, etc. La société a commencé à perdre un peu dans la bourse. Je ne savais pas combien de temps la société allait mettre pour se récupérer, pour présenter des bons résultats, etc. parce qu'elle était touchée. Donc, j'ai décidé de vendre, accepter moins 20 des pertes dans les portefeuilles Small Cap PA qu'on a dans la formation Insider. Ensuite, j'ai placé cet argent sur une autre société, Bujula, Moulinvest, qui ont performé super bien, sont à plus de 30% de plus-value dans les portefeuilles. Ça, c'est un cas qui j'ai décidé de vendre parce que la société a perdu des fondamentaux. Okay? C'est beaucoup mieux d'accepter cette petite perte et placer sur une autre chose qui a des opportunités que d'attendre. C'est une question d'ego. Il ne faut pas être passionné par vos sociétés. Il ne faut pas être en fait quelqu'un qui essaie de se venger de la société. La société s'en fout pour vous. C'est l'offre et la demande et des résultats économiques. Si la société peut-être ne va pas performer bien, ça va mettre du temps pour se récupérer. Et soyez franc avec moi. Pourquoi une société qui a perdu 50% va monter des 100% rapidement? Difficilement, elle va monter rapidement. Donc, si vous gardez une société en moins-value, il faut avoir des belles prévisions pour la société. Deuxième exemple, c'est InMode, une société qui a ajouté dans les portefeuilles Dollar Master dans la formation Insider. Donc, j'ai fait un portefeuille américain. Et dans ces portefeuilles américains, j'ai placé une petite société qui s'appelle InMode dans les secteurs des cosmétiques, etc. La société, depuis que j'ai ajouté dans les portefeuilles, comme le Nasdaq a baissé de 22% dans cette période, elle est baissée avec, mais elle est baissée plus que ça. Donc, elle est baissée à 30%, moins 35%. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit peu et j'ai acheté un petit peu une deuxième fois. La société a présenté des résultats récemment et elle a battu les records des résultats, que ce soit résultats nets, chiffre d'affaires, etc. La société, en fait, depuis qu'elle est cotée en bourse, elle n'a jamais présenté un mauvais résultat. Sauf que le Nasdaq était surcoté et donc avec la baisse du Nasdaq, les petites sociétés vont baisser un peu plus. Mais pendant les hausses, normalement, elles vont avoir des hausses plus élevées. Donc, c'est un cas où j'accepte les moins 30, moins 35. J'ai fait attention pour renforcer, comme ça je peux diminuer ma perte, mais je garde toujours un œil pour renforcer la société si les résultats sont encore bons. On ne va pas simplement renforcer une société parce qu'elle est baissée. On va analyser les résultats et voir si ça mérite d'être renforcé. Il y a maintenant deux cas possibles. Il y a les cas où vraiment InMode, elle est vraiment pas chère maintenant et vaut la peine d'acheter parce qu'on va gagner beaucoup futurement parce que c'est une petite société avec plein de potentiel. Soit on a tort, soit on a renforcé une société qui présente des bons résultats, mais au futur, elle ne va pas présenter des bons résultats. Dans ces cas, on aura tort, on va accepter la perte d'ici un an et demi, si la société performe pas bien, jamais, si elle arrête de performer bien, et on va accepter la perte. C'est comme ça. Un portefeuille gagnant en bourse, c'est un portefeuille où la majorité d'investissements sont gagnants. On n'a pas besoin d'avoir raison sur tous les investissements. Et une grosse erreur des investisseurs, c'est de se venger de portefeuille. Ce n'est pas accepter qu'une société fait des pertes. Vous n'êtes pas les PDG, vous n'êtes pas des gens qui travaillent dans la société. Vous ne pouvez pas devenir les futurs économiques. Vous allez regarder des ratios fondamentaux, vous allez regarder des marges, vous allez regarder la dette, vous allez créer un filtre pour pouvoir choisir les meilleures sociétés. À partir de ça, les sociétés, comme vous avez créé un bon filtre, la majorité des sociétés vont performer bien. Certaines sociétés ne vont pas performer bien. Si vous avez 15 sociétés dans les portefeuilles et que 3 ne vont pas bien, pas de souci. La perte maximale que vous allez voir, c'est moins 25, moins 30, moins 35 et vous allez accepter la perte. Mais les gains potentiels que vous allez avoir dans la bourse, c'est illimité. Une société peut faire x2, 3, 4, 5, x85 comme on a vu pour Monster. Donc, il y a des nuances. Les marchés sont haussiers à long terme. Notre potentiel, c'est beaucoup plus des gains que des pertes. Il faut juste garder dans les mentales que vous n'êtes pas un génie, vous n'êtes pas quelqu'un avec les doigts en heure qui va tout toucher, qui va toucher que les sociétés qui vont gagner. Vous devez bâtir un portefeuille avec une bonne diversification, faire un bon management pour que dans la majorité des cas, vous soyez gagnant. Il y a quelques élèves ici de ma formation Insider, ils peuvent confirmer ça. Dans notre portefeuille Small Cap PA, on a vendu, depuis qu'on a créé les portefeuilles, on a vendu 4 actions en perte. Mais toutes les autres actions de portefeuille qu'on avait, elles rentabilisent si bien qu'on est en train de battre les marchés largement. Pendant que les marchés, il n'a rien fait depuis qu'on a créé les portefeuilles. Les marchés sont plutôt à 0% depuis octobre de l'année passée. Notre portefeuille a plus 13%. Donc, on bat les marchés par 13% parce qu'on fait un management aussi actif de portefeuille. On ne laisse pas les actions tomber énormément. On agit et on choisit des bonnes actions avec des bons filtres d'actions.
Mes amis, pour aujourd'hui c'est tout. J'ai fait un bon résumé. Ces lives-là, ils vaut dès lors pour les investisseurs qui viennent de débuter ou même ceux qui ont de l'expérience. Il y a des choses ici qui sont mises dans la pratique. On peut gagner énormément dans les futurs parce qu'éviter les erreurs coûte beaucoup, ça vaut beaucoup plus éviter les erreurs que simplement gagner. Parce que si on fait des erreurs et on perd de l'argent, c'est très difficile de récupérer. Et donc, c'est beaucoup mieux d'éviter les pires scénarios possibles. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Dans la description de cette vidéo, il y a les liens des préinscriptions pour la formation Insider qui va ouvrir des places la fin juin. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire partie d'Insider et regarder les portefeuilles, mais dans des mois, si vous êtes préinscrit, vous allez recevoir les liens en avance. Et comme les places sont limitées, vous pouvez avoir des places. OK? Donc, suivez-moi sur Instagram. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi la newsletter pour vous abonner et recevoir en avance les liens des lives qu'on fait maintenant à chaque mardi à 20h. OK? Je vais changer la caméra. Je vais voir si vous avez posé des questions. Mena pose une question, d'où l'intérêt de surveiller les PEG. Les PEG ratio, c'est un ratio qui compare la précification de la société par rapport à la croissance. Ça, c'est un ratio super intéressant à regarder aussi. Il y a PayPal aussi, la société qui n'a jamais présenté un mauvais résultat et tombe énormément dans la bourse. À mon avis, PayPal en dessous des 100 euros, moins en dessous des 80 euros, c'est toujours un bon achat sur les très long termes si vous voulez garder la société pour plus de 5 ou 6 ans. Moins de 20%, j'ai coupé. Très bien, c'est une méthode pratique de faire le management aussi. Qu'est-ce que je pense des Baba? Les prix, il est bon, mais il a les facteurs Chine. Il a les facteurs subjectifs à côté. Est-ce que les PDG vont être toujours menacés par les gouvernements chinois? Est-ce que vraiment les ventes sur les autres pays vont décoller? Donc, c'est pour ça que je reste réticent. Les fondamentaux, ils sont super bons, mais moi, j'achète pas juste à cause de cette partie subjective à côté. OK? Ah, Verbio. J'en ai Verbio dans mon portefeuille perso et j'ai pas ajouté dans les portefeuilles Small Cap PA qu'on a dans la formation parce qu'au moment qu'on a créé les portefeuilles dans la formation, je l'ai trouvé cher. Donc notre portefeuille, il est basé sur une stratégie Small Cap Value, donc des sociétés qui sont sous-cotées. Et à ces moments, j'analyse la société, je jette un œil, je pense que c'est une excellente société, je pense que les fondamentaux sont solides, mais elle a commencé à baisser parce que les gouvernements allemands, ils ont dit qu'ils allaient diminuer comment dire ça? Ils allaient essayer de diminuer l'argent qu'ils donnaient comme support pour les sociétés qui produisaient de l'éthanol, etc. Donc ça touche énormément les marchés, les secteurs des Verbio. Elle a commencé à baisser avec ça, plus la baisse des secteurs des technologies small cap. Donc elle a beaucoup baissé et j'ai trouvé une société très intéressante. Je jette en nez ces moments. Si elle présente des bons résultats, continue à présenter des bons résultats et continue avec un prix très bas, ça peut être même une bonne opportunité pour ajouter dans les portefeuilles. OK? Fabiolo, elle a écrit ici, quand Monster avait des grosses chutes, je suppose que son analyse n'était pas si bonne à ce moment, non? Si tu essaies de regarder les fondamentaux des Monster sur Morningstar, c'est possible de voir ça. Tu verras par exemple qu'en 2016, 2015, 2017, quand elle a eu des baisses, elle a eu des baisses parce qu'en fait, les chiffres d'affaires, il n'a pas augmenté autant. Donc, en fait, à la place d'augmenter 30 ou 40%, comme toujours, il a augmenté des 20%. Donc, les marchés paniqués, pensaient que la croissance a arrêté, mais elle n'a pas présenté des mauvais résultats. C'est un paradoxe. C'est un exemple comme PayPal, par exemple. PayPal avait à chaque fois 300 000 nouveaux utilisateurs à chaque semestre. Il est arrivé un moment où ils ont ajouté simplement 100 000 utilisateurs. Ça, c'est les derniers résultats de PayPal. Et comment la bourse a réagi? Elle a fait l'action tomber des 50%. Parce que la croissance, c'est pas comme celle d'avant. Mais ça ne veut pas dire que la société a des mauvais fondamentaux. C'est contraire au cas de Netflix. Netflix, elle a perdu des 100 000 abonnés. C'est pas elle avait 500 000 à chaque semestre et maintenant elle a fait 200 000 de plus. Non. Elle a perdu. Un cas
complètement contraire des Monster à l'époque et des PayPal maintenant. Donc il y a quelques nuances qu'il faut faire attention, mais si tu jettes un œil sur les fondamentaux des Monster, tu verras qu'il y avait certains moments qui vraiment les chiffres d'affaires a ralenti, donc ça faisait peur. Donc c'est pour ça qu'il a eu des baisses, surtout la sortie des fonds d'investissement. Mais les fondamentaux, en général, les marges nettes, marges d'exploitation, PR, ont continué avec des bonnes valeurs. Après c'est difficile, c'est toujours facile, mais qui peut prédire que l'action Z va faire une telle hausse? Personne ne peut prédire. C'est pour ça qu'on doit ajouter dans les portefeuilles 10, 15, vingtaine d'actions. C'est une action fait x10 dans les portefeuilles, ça va rapporter une rentabilité des fous dans les portefeuilles. Si vous faites un bon choix des sociétés pour les portefeuilles, la majorité seront gagnantes. Les sociétés gagnantes, à long terme, elles vont s'y multiplier par plusieurs fois. Donc, il suffit d'acheter une société, par exemple, qui a une croissance de 10% par an, à long terme, qui est sur 10 ans, elle va faire x2 et quelques, 2 fois et demi dans la bourse. Donc, les choix, elle est très important et les managements aussi pour contrôler les pertes. Donc, si on fait un filtre, on choisit que des sociétés bien financièrement, des sociétés qui n'ont pas de dettes, des sociétés qui sont sous-cotées, on a une grande probabilité d'avoir un portefeuille super performant. On ne peut pas savoir si la société va faire x2, x3, x4, x5, on ne peut pas savoir, mais on sait qu'on va avoir une performance plus élevée que celle de marché, au minimum comme celle de marché. Donc, les managements plus un bon choix, sûrement va me ramener à des belles performances. Mais vraiment savoir si elle va faire x10 ou x50, on ne peut pas savoir. On doit créer des filtres pour mettre des sociétés dedans, dans cette cercle des connaissances qu'on a. On va choisir des sociétés qui sont éligibles à être multipliées par 10. Si on ajoute une société qui a que des dettes, évidemment, celle-là ne va jamais se multiplier par 10. Donc, les raisonnements sont un peu les contraires. À la place, simplement, tu peux penser, OK, on ne sait pas qui sont les sociétés qui vont se multiplier par 10, mais je sais quelles sont les sociétés qui ne vont pas se multiplier par 10. Et c'est ces types de sociétés que je ne vais pas ajouter dans mon portefeuille. Les autres qui ont du potentiel, je vais ajouter. Parce qu'une ou deux parmi celles qui ont du potentiel vont multiplier mon portefeuille. Donc, les raisonnements, c'est un peu au contraire, si tu veux. Et Crédit Agricole, désolé, mais je ne regarde plus les données des sociétés bancaires et financières. Ça ne m'intéresse pas et l'analyse de bilan c'est différent, les ratios fondamentaux qu'il faut jeter un œil c'est différent. Pour moi, les sociétés financières, c'est juste pour ceux qui veulent recevoir des dividendes. Si la société a baissé, les dividendes sont élevés, pour moi, c'est un signe d'achat pour les gens qui veulent recevoir des dividendes. Les sociétés bancaires ne vont pas se multiplier par 2, par 3 ou par 4. Elles sont limitées en taille, limitées dans les business, etc. OK? Que pense du secteur des véhicules électriques? J'ai travaillé dans les domaines d'activité des véhicules électriques. Je pense que certaines sociétés qui vont fournir des équipements peuvent être énormément gagnants, mais les sociétés en soi qui font des véhicules électriques, elles ne vont pas être énormément gagnants. Les marges dans les secteurs automobiles sont très faibles. Je préfère une société comme Schneider à une société qui fait des véhicules électriques, par exemple. Parce que simplement, ce qui reste dans la poche à la fin, c'est de l'argent. Donc cet argent qui reste, ça vient de la marge. Donc, les sociétés avec des marges plus élevées gagnent plus d'argent, vont avoir plus de trésoreries, plus de forteresses financières. OK? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Mardi prochain, on est ici ensemble à nouveau. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la newsletter de cette chaîne, de vous abonner à la chaîne également, d'envoyer à vos amis. Si chacun ici qui est présent envoie ces liens à des personnes de votre entourage, plus de personnes vont avoir contact avec la chaîne et plus de personnes vont commencer à investir et penser au futur. Et le futur de chaque personne fait le futur aussi de notre pays, de notre région. Comme ça, les gens ont plus d'éducation financière. Okay? Je compte sur vous pour envoyer ces liens maintenant à votre ami qui n'investit pas ou quelqu'un de votre famille qui commence à s'intéresser. Ça marche? Mes amis investisseurs, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente soirée. On se tient au courant et mardi prochain, on est ici ensemble à 20h. À plus. N'oubliez pas de partager.